NJPW, donc la NJPW, je suis joie, je suis bonheur, elle est de retour, elle va pas nous jouer des mauvais tours, hein, et on va commencer tout de suite parce que on a plusieurs alors, petites choses. Il y en a une petite et le reste, ça commence comme d'habitude avec la NJPW en grand. Donc mon cher Félix, tu voulais quand même nous parler de la vraie journée introductive, inaugurale, tout à fait. Le terme Oui, est parce beaucoup mieux trouvé. Monsieur Mehdi ne l'a pas vu, hein. Non, Donc, non, je confesse. mauvais New Japan fan, quand même. Je Non, mais en fait, confesse. depuis ce confinement qui date de février au Japon, sur New Japan World, donc leur service de streaming, ils ont organisé un truc qui s'appelle le Together Project. Et c'est histoire de garder Spécial tous les catcheurs et de faire plein d'interviews, de mini-documentaires, etc., de talk-shows, voilà. Et donc, pour recommencer à présenter des vrais shows sur le New Japan World, il commence avec une journée qui s'appelle le Together Project Special, comme tu dis si bien, où c'est vraiment juste des multi-tag matchs et un singles match de Young Lion. Dans ce nouveau contexte, ce nouveau décor de MT Arena, donc à huis clos, ouais. 100 personnes, avec que des personnels masqués pour le coup, avec des désinfections de ring à chaque entracte, ouais. et des infections filmées pour bien le montrer. Un gros kiff sur les plans. On a jugé parce qu'on s'est fait la première journée ensemble de la New Japan Cup dont on vous parle juste après, mais des plans très longs sur le nettoyage. En mode, vous pouvez témoigner quoi. Et puis même les commentateurs, ils sont séparés par des plexiglas, et puis il y a même des commentateurs s'ils peuvent pas être là ou s'ils veulent pas être là, ils sont sur un grand écran en mode visioconférence comme on l'est actuellement. Ouais. Together Project Special. C'est cool, et puis le contexte est très bien fait, c'est très sombre. Du coup, ça met pas trop en valeur l'absence de public, mais en même temps, il y a de la lumière, c'est assez bien éclairé au niveau du ring et de l'entrée. Ouais. Donc voilà, tout ça pour découvrir un peu ça, pour remettre en place les petites rivalités qu'il va y avoir au cours du tournoi, parce que dès le lendemain commençait la New Japan Cup ouais. renouvelée, donc mélangeant poids lourd et junior heavyweight, et seulement 2 gaijin. Il y a juste Zack Sabre Jr. qui habite encore au Japon et un jeune britannique, Gabriel Kidd, qui est au dojo japonais si je ne m'abuse. Et donc dès le lendemain, New Japan Cup a commencé, et c'est ce qu'on a vu nous tous les deux. Tout à fait. La première journée. Ouais, la première journée, effectivement, et on va vous parler de ça avec Félix. Michael, j'ai un très vague doute. Tu as eu l'occasion de voir... Ah, on t'entend pas. Je pense que le micro n'est pas réactivé. Ouais, j'ai pas eu le temps de voir, donc je suis en retard sur New Japan. Zut. Bah non, mais de toute façon... À flûte, on va te spoiler du coup. En plus, c'est pas grave. Très sympa. D'accord. Bon. Ouais, bah alors, ok, je devrais me boucher les oreilles. Non, sinon, ce qu'on peut peut-être faire aussi d'un point de vue technique, c'est peut-être plus agréable. On aurait dû le penser en amont, mais c'est pas grave, c'est les joies du direct. C'est que tu peux peut-être quitter la conversation et on te reprévient pour revenir avec nous pour conclure l'émission. Si tu préfères. Ça te permettra d'apprécier les matchs. Non, tu restes avec nous ? D'accord. Ouais, non, c'est pas. Bon, ok. Très bien. Il n'y a que 2 journées, donc il n'y a que 8 sur 16. Ouais. Donc, première journée, donc le 16 juin. Les matchs sont pas très. Les spoilers seront pas très surprenants. Première journée, le 16 juin. Sauf si Ishii est sorti du tournoi directement, quoi. Mais, Non. Oui, il a été squashé. Voilà. Première journée, le 16 juin, premier round, Togi Makabe qui bat Yota Tsushi. Alors là, j'ai un peu fait une variante de comment on appelle ça, de mes récaps express. J'ai essayé de trouver un mot ou une phrase pour résumer. J'ai appelé ça simple mais efficace. Super. Oui. Voilà. On l'a vécu comme ça quand on l'a regardé. Je sais pas ce que t'en penses. En même temps, on était bien. On était chaud bouillant. Voilà. Oui. On avait des chips. On avait du bon bacon.
Oui, et puis surtout Makabe qui est plutôt bien mis en avant parce que je commence à en avoir marre de Makabe. Ouais. Mais Yota Tsuji qui lui offre un sel de ouf, quoi. Notamment sur les close lines ou ce genre de coups où il arrive à se retourner. Mais grave. Complètement sur le Ouais. thème. Donc du coup, ça mettait bien l'ambiance dans le match et l'intensité. Après, oui, voilà, ça va pas casser trois pattes à un canard. Ouais, mais voilà, ça fait le job. Ouais, ça fait le job. Inutile de faire plus long. Toujours dans le premier round, Toru Yano qui bat Jado. J'ai appelé ça long et poussif. Oui, comme Jado. Voilà, c'est à lui que je pensais Jado, très fort. Jado, faut qu'il arrête, c'est Voilà. fini. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Non, mais Oui. c'est vrai que... Oui, on se faisait la réflexion quand on l'a vu. Mais pourquoi faire aussi long? Non seulement avec Jado qui ne peut plus catcher, Ah ouais. et Yano qui n'a pas besoin de ce genre de match long, qui peut très bien faire un truc très rapide, très rigolo, très ingénieux, et basta. Ouais. C'est C'était inutile vraiment pour tout le monde, quoi. Ils auraient dû faire un truc comédie qui plie le game ou ne pas mettre Jado dans cette cup. Mais c'est pas grave, ça devait être le manque de catcheurs disponibles. 8-man tag team match, le Suzuki Gun composé de Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru et Zack Sabre Jr. qui battent Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata et Yuya Uemura. Moi j'ai appelé ça dispensable ou variante bavard. Je repensais au papotage de Zack Sabre Jr. et Ibushi au bord du ring à la fin, Oui, alors que ça se bolossait sur le ring avec leurs Il y camarades. avait Nagata et Suzuki. Incompréhensible. Ouais. La gueule. Et puis eux, ils discutaient tranquillement. Ouais, c'est ça. Moi, tu vas me frapper, moi. Enfin bref. Bon. Mais du coup, il y a aussi un autre Young Lion qui fait partie de cette cup, c'est Yuya Uemura. Qui a aussi un corps comme Kota Ibushi et je crois qu'il est aussi athlétique que lui, donc ça peut être marrant. Michael n'est pas d'accord. Il proteste. Il y a battle de corps d'Apollon. J'ai rien à dire. Non, bon d'accord. Je dirais mieux que Kota Ibushi. Ah ouais, moi j'avais compris l'inverse, d'accord. Okay. Oh, ce spoiler. J'ai peut-être pas assez regardé. Je m'y pencherai. Michael, en fait, c'est l'homme qui me fait revenir au match sous des angles insoupçonnés. L'ASMR il y a 2 semaines et maintenant les pectoraux. J'y reviendrai. Donc, New Japan Cup 2020. Toujours premier round. Hiromu Takahashi contre qui bat Tomoaki Honma. Alors, j'ai appelé ça haut en couleur. Sympa, mais un tout petit peu trop long. Oui, je pense que Honma, je pense qu'il a vraiment donné ce qu'il pouvait parce que c'était vraiment le premier match depuis son retour où il était un peu plus en forme, un peu plus. Peut-être que ce repos de plusieurs mois lui a fait du bien, j'en sais rien. Mais ce bon bain m'a fait du bien. Lui aussi, il va falloir qu'il limite beaucoup parce qu'il ne peut pas tenir. Quoi. Non, il peut pas tenir. C'est clairement moins sale et flagrant que Jado, hein. Mais ouais. Mais c'est bête, hein. Moi, je pense qu'ils auraient mis 3-5 minutes de moins. Ça aurait été nickel chrome. Voilà. Même, je pense que même Hiromu, les actions qui étaient posées en plus, c'était pas vraiment utile. Ah oui, j'en profite, excusez-moi, pour faire une petite pub sauvage. C'est bientôt mon anniversaire, donc pour les gens qui verraient ce replay, si vous voulez me faire plaisir, je vous invite à m'acheter ceci. Voilà, c'est la serviette de Hiromu. Donc si vous voulez me faire plaisir, vous savez quoi faire. vous pouvez envoyer la serviette à la boîte postale du Catchacast qui transmettra. Non, c'était pour comment dire traduire mon kiff de Hiromu et ce magnifique produit dérivé que si on ne me l'offre pas d'ici à mon anniversaire, je me procurerai sûrement un moment ou un autre. Voilà. Pardon pour cette pub. Faire une carte cadeau. C'est ça. Pardon pour cette pub un peu invasive. Ce qui nous amène donc à la suite. Ce qui nous amène déjà non, pardon. Il reste un match. Pardon, Michael. Pardon, excuse-moi. Le match. Tomohiro Ishii qui bat El Desperado. Alors je l'ai résumé en un mot. Ishii. Voilà. non, très content de les retrouver et en même. Est-ce que Desperado t'a un peu convaincu? Alors il a vraiment pas démérité.
Il a vraiment... Ah oui, non, vraiment. Mais honnêtement, contrairement à Kanemaru, dont on va parler sur la journée d'après, qui m'a lui aussi très agréablement surpris, franchement, là, c'est retour de grâce. Parce qu'El Desperado, contrairement à Kanemaru, je trouve que il en a plus sous le guidon, sous la pédale, plutôt que Kanemaru. Même si Kanemaru, c'est un autre délire. Mais voilà. Non, très chouette match. On parlait de match trop long. Juste ce qu'il faut, Ishii encore au top malgré cet arrêt, impressionnant, il te vendrait n'importe quoi, comme un Ibushi qui te vend même un match contre une poupée gonflable, voilà, il pourrait faire des suplexes à une clé USB, et ça serait beau, ou des coups de boule, voilà, une clé USB. Non mais pas grand chose à rajouter, si ce n'est notre phrase fétiche dans ces cas-là au KatchaCast, allez voir le match, voilà. Ishii qui bat El Desperado pour cette première journée du 16 juin, ce qui nous amène à la deuxième journée, donc du 17 juin. Vous avez vu comment je compte bien. Le lendemain, Taiji Ijimori qui, les gaijin ne vont pas durer très longtemps, bat Gabriel Kidd. Hein. J'ai appelé le match vicieux et vivace. Voilà. Tout en V, quoi. Voilà. T'as que le tome de l'encyclopédie, mais avec la vivisection. Si. Mais oui. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Pareil. Après, je garde pas un souvenir très vivace, pour le coup. Mais bon, Gabriel Kidd, il est très capable. Je l'avais vu un peu avant. Je crois que c'était à la What Culture Pro Wrestling. Il était champion à un moment. Le mec, il a beaucoup de potentiel, je pense. Et puis là, il a gagné en muscles et en allure et compagnie. Donc, en allure athlétique, j'ai envie de dire. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, Taiji Ishimori égal à lui-même, quoi. Ouais, vraiment. De nous sortir des bons trucs. Complètement, les deux très très convaincants, j'ai passé un bon moment, très très beau match d'ouverture, vraiment là-dessus, rien à dire, que je ne m'en mêle pas les pinceaux Kanemaru Yoshinobu Kanemaru qui vient qui vient à bout de Yuya Uemura. Pardon Michael. Voilà. Surprenant. Voilà. J'ai trouvé cet adjectif-là. Ouais. Kanemaru, quand il est en solo et qu'il est un peu déterminé à faire son taf, il est super. Et déter. Super catcheur, c'est un super catcheur Kanemaru. Je pense qu'on le soutient beaucoup. Mais ce gars, ça a été le junior heavyweight de la Pro Wrestling Noah pendant des années et il le montre pourquoi. Enfin, et que surtout comment. Le mec, il a une finesse qui est très subtile, mais même face à un Young Lion, c'est-à-dire un gars qui n'est pas forcément super expérimenté, qui n'a pas forcément rodé sa technique, il arrive à l'emmener dans un match vraiment impressionnant. Pas excellent, mais très bon, quoi. Et il a une action assez improbable où il fait une espèce de saut un peu limite en mode parcours sur une grille aux abords du ring et il descend en stomp sur Yuya. Vraiment, j'étais assez bluffé, quoi, la fluidité du coup, machin. J'ai l'impression qu'il a un syndrome Tai Chi, c'est-à-dire une fois de temps en temps il se réveille et il nous livre des très chouettes matchs. On continue un peu moins réjouissant avec le 8-man tag team match. Bon, après, pour ceux qui découvriraient la NJPW avec nous, il faut savoir que c'est des matchs à quelques rares exceptions près, plutôt de remplissage, qui reste quand même joli standard vu la NJPW, mais bon. Remplissage à moitié narratif parfois parce que c'est. Oui, j'allais y venir, c'est parfait. Soit mettre en place des feuds. En même temps, justement, ce qui est bien, c'est quand même que les shows de la New Japan, le truc, c'est qu'on est content quand ils sont revenus, mais ça fait quand même, quand ils en font plusieurs dans la semaine, ça fait beaucoup. Et moi, je trouve ça assez pratique, quelque part, de pouvoir voir juste les matchs, en fait, qui comptent. Et déjà, quand on zappe, en fait, ces matchs-là, les choses sont déjà beaucoup plus courtes, donc c'est assez pratique, au final. C'est vrai. Donc ça nous donne la Chaos Team avec Hiroki Goto, Sho et Yoshihashi. Un indice, il y a un mec dont le nom commence par Yo en trop. Et qui battent Los Ingobernables de Japon, composé de Bushi, Iveru Sanada et Shingo
Takagi. Honnêtement, à titre personnel, à part revoir les suplexes impeccables de Takagi et son énergie, sa domination et le début de rivalité, alors je me souviens plus parce que je les confonds encore aujourd'hui entre justement Shingo et Sho ou Yo. À un moment il se toise du regard avec chaud bouillant, chaud cacao, et bah ouais, oubliable quoi. En plus très court le match. Tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Ça blesse personne, ça ennuie personne. Voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé, Félix. Pas grand chose. Pareil. Tant mieux pour Sho et Shingo qui vont remettre ça. C'était très bon au Best of Super Junior l'an dernier, donc il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. On continue avec Yuji Nagata qui bat Minoru Suzuki. Ouais. Et ouais. C'est fou quand même. Hein. Moi j'ai appelé ça les papis font plus que de la résistance. Les tartes dans la gueule qui se mettent quoi. Alors c'était la. Il y avait que ça quoi. Mais c'était la semaine des tartes dans la gueule. Hein. Je vais peut-être te choquer moi. Ouais, mais juste je précisais avant de te redonner la parole, c'était la semaine des tartes dans la gueule parce qu'entre ce match-là et beaucoup plus bas niveau, la tarte de Peyton Royce sur Sasha Banks pendant le l'Euro de lundi, c'est festival. Autrement plus constructif, tu vas peut-être me choquer, tu disais Félix. Pourquoi ? Je sais pas si ça va être très constructif, ça va être destructif. Mais je me suis fait chier en fait. Oh, quand même pas. Non mais quand même. C'est ce que j'ai ressenti. Voilà, tu peux pas me réprimer mes sentiments avec tes ish là. Non, je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier. Je m'endormais devant mon écran et pas parce que j'étais fatigué, parce que je me faisais chier. C'est du match de papa quoi. J'adore Nagata, j'adore Suzuki, j'adore quand ils se mettent des tartes dans la gueule où on entend bien les coups et on voit bien qu'ils ont toute la nuque rouge et que le lendemain matin ils vont pas pouvoir tourner la tête. Mais il n'y avait que ça, il n'y avait rien d'autre, je m'étais fait chier, et tant mieux pour Nagata qui gagne, parce qu'au moins on aura un match un peu plus frais avec le gagnant du match suivant, même si j'adore Suzuki et que je veux toujours le voir gagner. Ouais. Mais j'arrive pas à dire grand chose d'autre, tu vois. Non, mais ne te force pas. Quoi. Alors j'ai pas été jusqu'à me faire chier à titre personnel, mais c'est vrai que c'est vraiment du match à la papa, quoi. C'est le truc très LGPW des anciens qui se mettent des coups de coude jusqu'à n'en plus finir, des tartes dans la gueule de daronade. Je trouve. Ouais, oui. C'était vraiment genre on va leur fournir ça parce que on sait que. Oui, on est de retour. Ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé. C'est que ça, quoi. Ouais. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de rien du tout. Ouais. D'autant que le final des matchs est pas terrible, vu que ça finit par justement Nagata qui décide de rompre le face-off, en fait, le face-à-face par des contres par suplex qui lui permettent de gagner. Donc voilà, je te rejoins partiellement, pas aussi extrême, mais je peux tout à fait comprendre. Le finish était un peu moins lourdeau, j'ai envie de dire. Oui. C'est expéditif. Oui. Et vraiment, il y avait un sens en mode, voilà, effectivement, on s'est mis dessus. Ça suffit. Je te fais une prise de catch, une prise technique, et je gagne avec. Tant mieux. Voilà. On va passer, je pense, à plus réjouissant. Kazuchika Okada qui bat Gedo. Alors moi, je vous avoue que en plus, comme la semaine a été très dense à titre personnel, j'ai vraiment fini cette deuxième journée juste avant de lancer le live, hein, pour vous dire le dévouement pour le Catchacast live. Et j'ai mis un quart d'heure à me remettre d'une barre de rire. Ce match m'a beaucoup fait rire, il m'a aussi beaucoup réjoui pour d'autres raisons sur la suite, mais le début, alors il y a tout un habillage très comédie wrestling avec Gedo qui arrive avec le Brown Écharpe, qui finalement après négociation se fait retirer le Brown Écharpe à la demande d'Okada qui sent venir le coup fourré, et qui au moment où il retire son Brown Écharpe sort une espèce de bombe de poivre, enfin de gaz lacrymo qu'Okada vire, et là c'est un peu en fait l'héritage des personnages qu'on retrouve
retrouve pas que, mais pas mal dans les mangas et les animés, des personnages qui ont des objets plein les manches. Il y a des personnages comme ça dans le manga de Ranma, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et donc, il sort un coup de poing américain, il sort un marteau. C'est le roi Merlin, en fait, Gedo, dans ce match-là. Et non, moi, j'ai bien aimé. Et il y a une première partie Comedy Wrestling et puis une autre seconde partie plus sérieuse. Okada reprend le dessus, montre que genre c'est qui domine. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que j'ai trouvé que le ton qui est donné était le même de ce que j'ai écouté des discours après, parce que j'ai pas eu le temps d'aller vérifier sur le network de la NJPW si les trucs étaient sous-titrés, donc j'ai essayé de comprendre vaguement qu'avec mes restes de japonais. Donc il y a vraiment ce même ton qu'il avait à la sortie du J1 Climax quand il était en train de repartir à la conquête du public. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi dans la logique d'intention au-delà du match. Seul petit truc, et après je te donne la parole, Félix, il bat Gedo par soumission avec une clé. Oui. Que c'est pas que j'avais jamais vu cette clé de bras, mais ça m'a paru curieux pour Okada. Voilà, je sais pas ce que t'en as pensé, mais en soi, bon, c'est pas non plus saugrenu, mais je m'attendais pas à ça. Voilà. D'abord, pour commencer par rapport à ça, oui, j'ai trouvé ça. Et j'ai perdu ma caméra. Tu as perdu sa caméra. Ah mince, tant que nous ne perdons pas le son. Et que tu reviendras peut-être, dis quand reviendras-tu. Au moins le sais-tu, nous chanter Barbara. Félix, est-ce que tu es encore avec nous, à défaut de caméra? Je suis de retour, ma caméra m'a bon, lâché. Là, honteusement. Alors dis-nous tout. Oui, Père Castor. Bon, pour revenir sur la prise de soumission, effectivement, j'ai trouvé ça un peu surprenant, mais tant mieux d'ailleurs. Parce que une petite surprise comme ça, c'est toujours... fait jamais de mal. Ce Cobra Clutch un peu modifié a bien fonctionné. Plus, c'était vraiment... je trouvais ça cool aussi que Okada ne ressorte pas automatiquement son Rainmaker. Ouais. Parce que c'est un finisher. Mais non, c'est qu'en face, c'est Gedo. C'est même pas censé être un catcheur aujourd'hui. C'est censé ça. être un rien. Ouais. Donc, il n'aurait même pas besoin en temps normal de sortir le Rainmaker pour le battre. J'ai eu le même ressenti, ouais. Et ensuite, le deuxième point par rapport à ça, c'est que Okada, il est connu pour ressortir des prises de soumission un peu old school, quand il est en phase de justement de reconquête. Il y a quelques années à la New Japan Cup, je crois que c'était il y a 7 ans maintenant, c'est dire, il avait inventé une nouvelle prise de soumission pour en gros se dépasser et reprendre sa place de champion, et il avait gagné cette New Japan Cup. Donc là, ça peut être un autre symbole de effectivement je vais me redonner à fond et je vais vous le prouver en me réinventant un petit peu sur le ring avec cette prise de soumission. Après le reste, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté le roi Merlin de Gedo. Moi j'ai trouvé super c'était à la fois super simple mais à la fois super créatif. Plein de trucs sous les escaliers, sous le matelas du ring, etc. Et de toujours faire en sorte que aller les chercher était fluide et logique, et Gedo, et mettait en avant Gedo sans que ce soit juste du comedy wrestling à la Toru Yano, parce qu'il y a quand même un élément de sérieux, parce que les gars ils sont dans une animosité mutuelle qui est quand même assez lourde, quoi. Oui, ils vendent pas des DVD, quoi. Ils sont vraiment là pour en découdre. Exactement. Donc j'ai trouvé ce match assez cool aussi, moi. Clairement. C'est assez curieux d'ailleurs d'avoir un sentiment comme ça de bien finir la soirée, même si on est sur les matchs de poule et tout, sur un match pareil. Parce que par exemple, c'est pas des trucs que tu tentes sur un J1 Climax, quoi. Tu finis pas sur un Toru Yano ou un truc vraiment comédie wrestling, et pourtant ça marche, et alors je vais encore jouer vraiment le fanboy absolu, mais c'est dire la magie d'Okada, quoi. Ce mec là est incroyable. Il est pas tout seul évidemment avec Gedo, parce que il vend très bien les choses aussi à sa manière, mais incroyable. Et puis merci pour l'anecdote, Félix, ça vient compléter avec Maestria effectivement le petit ressenti que j'avais. C'est parfait. Oui. J'ai deux questions. Oui. Déjà, donc du coup, tu dis les poules, en fait, ça marche comment là? C'est des éliminations directes ou c'est des combats de Ouais. Ok.
Et d'autre part, du coup, comment ça se passe? Vous en avez pas parlé, du coup, niveau ambiance, pas de public, tout ça, comment Si, ça... j'en ai un peu parlé au début quand Ah, je plaçais le décor. Quand je plaçais le décor, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas parlé d'ambiance, mais du coup, pour l'ambiance, parce que c'est la première fois qu'on voit du catch japonais Ouais. sans public, quoi. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Pour l'ambiance, enfin, tu me dis si je me trompe, Mehdi, mais Mmh, surtout sur vraiment ce qui se passe dans le ring et sur les coups. Deuxièmement, quand ils essayent de faire appel au public, on a vu avec Toru Yano par exemple ensemble, et ben ils faisaient vraiment en sorte que il était choqué du fait qu'il n'y avait pas de public. Genre, il essayait presque par automatisme de jouer avec le public, mais il se rendait compte qu'il y avait personne pour réagir. Et troisièmement, les commentateurs en font un peu plus, c'est-à-dire qu'ils applaudissent un peu plus. En tout cas, les commentateurs japonais. Ouais. Sur place. Il y a un truc aussi, je pense, Précision de il y a- taille, excuse-moi de te couper, Michael, que vient d'apporter Félix, c'est que pour l'instant, il n'y a que les commentateurs japonais, parce que par définition, effectivement, les autres n'ont pas pu revenir au Japon. Tu allais dire, Michael, il y a un truc? J'allais dire, mais j'ai oublié. Ah Mais non, mince, j'allais dire la désolé. New Japan. Si, en fait, la New Japan a une chance par rapport à ça, en fait. C'est que mine de rien, Mine de crayon. voilà, je savais que tu allais le dire. Euh, en fait, on sait quand même, ça fait quand même plusieurs mois, et au début c'était très bizarre, mais en fait, on le veuille ou non, on s'est habitué à voir du catch sans public. Donc on est moins choqué maintenant. Donc en fait, ça, je pense que c'est un peu une chance pour la New Japan, du coup, Peut-être. parce que c'est moins le côté hyper vide, mort, c'était hyper bizarre. Au début, on n'arrivait même pas à voir un match en se concentrant dessus, tellement c'était bizarre. Or là, on s'est habitué, et du coup, je pense que ça les aide un peu, ils souffrent moins du truc, à mon avis. C'est clair, tu as tout à fait raison. Et en plus, ils ont ce bénéfice-là d'arriver après, c'est qu'ils peuvent faire mieux que les autres, comme on en parlait par rapport aux désinfections et tout ça, même si c'est un peu différent au Japon, ils ne fonctionnent pas de la même manière, et tant mieux. Mais en plus, ils peuvent faire ce genre et écouter ce que les gens disaient par rapport aux premières de show à huis clos, je trouve ça intéressant. Après, par contre, ça va être l'inverse quand on va arriver à la finale de la New Japan Cup et à Dominion qui sera juste après, Mhm. parce que ce sera sans doute les premiers shows avec des fans pour le coup, depuis des mois. Donc ça risque d'être intéressant aussi pour le coup. Mais je reviens sur ce que tu pointais, Félix, et quelque part j'en suis assez content face à l'AEW le souligne un petit peu. La WWE, on a vu que c'est la méthode de l'autruche couplée à l'anguille depuis que la pandémie a commencé. C'est intéressant, au-delà de la blague qu'on faisait avec Félix, de l'insistance toute japonaise dans le côté très institutionnalisé, c'est-à-dire que quand il y a un truc à échelle, alors je vous fais un peu de socio-anthropologie de comptoir, hein, mais le Japon fonctionne beaucoup dans une logique ce qu'on appelle animiste, c'est-à-dire la pensée globale qui converge vers le tout plutôt que qu'une priorité de l'individu. Et du coup là c'est vrai que on met en avant la priorité nationale et en l'occurrence qui en ce moment est mondiale de cette pandémie, à savoir faites attention, etc. Il faut savoir que le Japon c'est un pays qui est déjà familier avec ce type de protection, même avec des virus autrement plus bénins que le coronavirus, que le Covid. Donc ça fait... Moi personnellement c'est bas du front, c'est peut-être bisounours qu'on veut, mais j'ai trouvé ça intéressant, même si ça peut faire ils en font un peu trop, mais non, ils en font pas trop, c'est comme ça qu'ils font en général. Donc voilà. Un petit principe de réalité. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter, mes chers amis, les uns les autres. Est-ce que ça t'a vaguement ambiancé sur certains des matchs à voir, Michael ou... Bah, je vais essayer de voir le Ishii, quoi. Mais bon. Ouais. Après, apparemment, il n'y a rien d'extraordinaire non plus Pour l'instant, mais non. ça va monter en Oui. niveau. Non, je voulais juste dire, faire un peu l'avocat du diable par rapport à la WWE, par rapport à la pandémie. En fait, par exemple, le coût des désinfections du ring à l'entracte et tout, ils le font aussi, en fait. Hein. Ils le font depuis le début, en fait. Hein. Ils font aussi tout un tas de choses. Ils font aussi plein de... C'est quoi? Enfin, là, il se trouve qu'il y a eu un cas à NXT, mais ils font aussi plein de choses pour je veux dire, c'est pas comme si ils s'en foutaient complètement. Ah et que non, tout le monde c'est pas ce que arrivait, j'ai voilà. dit. C'est pas ce que Et j'ai dit. par rapport à AEW,
autant, bon là, la WWE, ils sont un peu coupables parce qu'ils ont Eric Flair. Autant les W, ils ont eu des gens assez âgés pendant un bon moment qui Oui, venaient dans les c'est enregistrements. vrai, Et c'est pas top non plus. c'est vrai. Donc enfin, les torts sont partagés, quoi. C'est juste pour. Oui, Ouais, je suis assez d'accord. On en discute toutes les semaines, mais je suis assez d'accord par rapport à ça. Mais à la EW, il me semble, des informations qu'on a, c'est qu'ils arrivent à faire des tests réguliers, des tests PCR réguliers avec leur talent. Alors, c'est des tests express, mais au moins, on peut savoir si quelqu'un est contagieux ou pas. Alors qu'à la WWE, ils ne font que des tests de température, c'est-à-dire qu'ils évaluent les températures à l'entrée au Performance Center. Mm. Que cette semaine où ils ont fait des tests pour tout le monde parce qu'il y a ça en fait. mais la nuance de Michael est intéressante quand même, c'est-à-dire que Oui, sur oui, ce oui. compte-là, Et c'est pour ça que si je l'ai vraiment, salué. si vraiment ils voulaient être carrés jusqu'au bout, ils auraient très bien pu trouver un moyen C'est de sûr. pas faire revenir C'est sûr. Jake Roberts, de pas faire revenir Arn Anderson, par exemple. Après, il faut aussi dire que les tests PCR, moi personnellement, je l'ai pas fait, mais bon, je crois que Félix, tu t'en as fait un, je crois, Bah oui. un test PCR. Mhm. Et bon, je crois que c'est quand même assez horrible. Et que moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient qu'ils voudraient pas le faire une deuxième fois. Non, ouais, c'est pas si horrible que ça. Bah, apparemment, ça dépend si c'est bien fait ou pas. Et Apparemment, je suis un douillet, hein, franchement. non, mais t'as pas eu Et de la chance. Alors, mais si l'infirmier le fait pas hyper bien, apparemment, ça peut être assez atroce. Et moi, j'ai entendu plein mal de gens dire, ils l'ont fait une fois, ils le feront pas une deuxième fois, quoi. Genre, c'était atroce. Et donc, tout ça pour dire que, en même temps, l'imposer à tes employés toutes les semaines, ça va quand même être assez. Il y a des Fainéant, gens ouais. qui vont pas. Ouais. Ouais, il y a des gens qui vont pas revenir, quoi. Après, je comprends bien que le test de température, c'est pas suffisant non plus, même si c'est quand même apparemment mise quand il est arrivé et qu'en fait il a été renvoyé chez lui et que Roman Reigns du coup s'est barré parce qu'il y avait eu un problème. C'est parce qu'il est arrivé et qu'il avait la température, je veux dire. Donc ça sert quand même à. Ça suffit quand même si au moins quelqu'un arrive vraiment malade. Tu peux t'en rendre compte, ça a quand même un intérêt, oui, je veux mais dire. sauf que, oui, oui, bien sûr. Sauf que là, on est dans un contexte où les gens sont en contact constant, que ce soit sur le ring ou dans les vestiaires, même si dans les vestiaires, il peut y avoir une distance. Techniquement, on n'y est pas. Donc les gens ils ont pas de masque et le public non plus parce que un certain Monsieur McMahon ne veut pas de masque à la caméra quoi. Donc là peut-être que ça va Et changer. ceci, Depuis à cette l'AEW, semaine, ils ont des masques, dans le public à l'AEW. à la FW j'ai l'impression que c'est que tout le monde n'a pas de masque dans le public de catcheur. Non. Il y en a qui ont des masques, je pense que c'est au choix, mais que les gens qui sont un peu à l'extérieur, un peu invités, genre les amis des catcheurs ou j'en sais rien, qui peuvent participer en fond, eux ont des masques obligatoirement. Mais tu vois, par exemple, ce que j'allais dire, c'est que peut-être qu'à la WWE, ça allait changer pour le coup, parce que je crois que c'était mercredi ou jeudi, il y a un arrêté dans le comté d'Orange en Floride où se situe le Performance Center qui dit que maintenant, il faut que tout le monde porte un masque, quoi qu'il arrive. Et que si tu le respectes pas, tu peux avoir une amende. Parce que en Floride, avec tout ce qu'ils ont fait de services essentiels et tout ça qui a permis au cash de continuer aux États-Unis, eh ben, ils ont une recrudescence de cas qui est reconnue au niveau de nombre de cas journaliers. Quoi. Et il faut dire, les États-Unis, c'est particulier parce que nous, en France, on a déconfiné parce qu'on avait des chiffres qui étaient quand même relativement bas après le déconfinement, après le confinement. Eux, en gros, ils déconfinent tout alors qu'ils ont encore des chiffres super hauts partout, quoi. Donc, c'est un peu genre, ah bon, on va faire comme si de rien n'était, puis on va tout déconfiner, alors qu'en fait, ils ont encore un nombre de morts et de contamination qui est hyper énorme. Donc là-bas, c'est assez chaotique, quoi. Ouais. C'est clair, c'est clair. Eh bien, messieurs, on va terminer avec une news une news en une, malheureusement, qui a concerné beaucoup de catcheurs, qui est tombée sur les dernières 24-48 heures, quoi. Plusieurs accusations, alors malheureusement rien de neuf sous le soleil, hein, que ce soit dans le catch ou ailleurs, mais quand même, pour l'instant, suspicion. Il n'y a rien eu, contrairement à des Alberto Del Rio et consorts, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a pas eu de jugement que l'on sache, mais qui concerne quand même des grosses têtes d'affiche et puis des personnes aussi parfois emblématiques au niveau du militantisme justement. David Starr serait concerné, Michael Elgin serait concerné, Chase Owens serait concerné, et on parle d'abus sexuels, de viol, pour nommer les choses clairement, dans le domaine du catch. Donc aussi Jordan Devlin. Jordan Devlin, ouais. Apparemment, il y a pas mal de gens du côté d'NXT UK
D'accord. Si bien est que en fait la WWE a lancé enfin ils ont fait des réunions en urgence parce que c'est quasiment une partie de leur roster NXT Ah UK ouais. qui est touchée par ça. Donc ils vont se demander un peu. Il y a des gens qui se demandent si Vince McMahon va pas en profiter pour fermer le truc qui doit pas être hyper rentable enfin c'est un Hmm. petit peu c'est un peu la crise pour NXT UK à ce niveau-là quoi. D'accord. Elgin, rappelons-le, qui est du côté de Impact Wrestling. Jordan Devlin, qui est du côté de NXT UK, comme vient de vous le dire Michael. David Starr, Il y a qui est un aussi peu les noms partout. il y a aussi les noms à l'AEW. Apparemment, il y a Darby Allin. Hein. Ah ouais. C'est D'accord. une mauvaise nouvelle, mais D'accord. ouais, Ouais, apparemment, il y ouais. a Darby. Bon, Alors, encore une c'est fois, je enfin, sais c'est pas une mauvaise nouvelle pour tous, si tant est que ça se vérifie au niveau des Voilà. accusations. Et puis il y Euh, en a un autre, il y en a un autre à la EW, là je regarde justement ouais. les news qui sont tombés pendant notre live. Et apparemment il y a l'annonceur au ring Justin Roberts aussi, D'accord. Ok, qui, donc aurait demandé à une mineure des photos. d'accord. Ex- voilà, ça se pose là quoi. Donc voilà, simplement, en réalité, simplement un constat. Vous doutez bien, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est l'évidence, à savoir que si vous êtes éventuellement, même si on le concède, on le sait et on vous le dit, c'est pas évident. On avait parlé du sujet délicat il y a quelques numéros lors du suicide d'Anna Kimura, même si je fais pas de parallèle de ce qui a de choses Bien qui n'ont sûr. rien à voir, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas évident de se positionner, même si c'est deux situations très extrêmes, mais si vous avez l'opportunité ou si vous avez des suspicions, voilà, n'hésitez pas effectivement à la fois à soutenir les personnes. Les soutenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire les écouter. Ça veut dire pas forcément, même si ça fait partie de votre cercle restreint, de pas nier en bloc, de dire mais non, peut-être Ouais, que tu t'imagines des choses, d'entendre la personne simplement dans un premier bénéfice temps. du doute. Voilà, exactement. De faire le tri après. Parfois les choses se détricotent toutes seules. Et puis si vous sentez que la personne et que c'est quelqu'un de très proche, un ami ou de la famille, souhaite du soutien, parfois le dernier pas pour aller porter plainte, ça peut être catégorique. Surtout, rappelons-le, malheureusement, on a dans le domaine des forces de l'ordre, ce n'est pas une généralité, hein, mais je ne parle pas de dire que tous les flics sont insensibles à ça, mais sont très mal formés sur la façon de recevoir ce genre de situation-là, d'y faire face, parce que c'est dur hein, de recevoir un truc pareil, de se faire entendre qu'on a eu un viol, d'avoir des détails, des choses comme ça, que ce soit une agression sexuelle ou un viol. Donc ça peut être délicat aussi de pas jeter bébé avec l'eau du bain, de dire que tous les flics sont incompétents, etc. Ça peut arriver comme dans d'autres domaines qu'il y ait des incompétents, évidemment. Je sais pas si vous souhaitiez réagir, j'avais d'autres petites choses à ajouter, mais... Peut-être ajouter le fait que ça touche pas que les étrangers, parce que là on a parlé que Oui, tu d'un anticipes bien... américain, mais ça concerne aussi le catch français, parce que là pour le coup c'était surtout un élan d'expression et d'accusation. C'est pas un mot négatif, et d'accusation qui vient de catcheuses et de catcheurs. Ouais. Et il y a une catcheuse française notamment qui s'est exprimée, qui a Oui. rappelé son expérience, qui avait l'air tout aussi honteuse que les autres. Un Akimara donc, pour la nommer, hein, parce que c'est public, oui, donc c'est pas... Voilà. Oui. Et donc c'est ce hashtag Speaking Out qui depuis les déclarations d'une ex-copine de David Starr ce matin ou hier soir, je ne sais plus, Mhm. a déclenché et va sans doute faire un ménage hyper conséquent, et ça va avoir des conséquences qui sont peut-être nécessaires d'ailleurs. En tout cas, j'espère, sur le milieu du catch, quoi. Mais ça reflète pas seulement Mm. le milieu du catch en lui-même, qui a Bien sûr. sa propre gangrène à lui, mais La dimension mascu et paternaliste, patriarcale, elle est partout, bien entendu, comme tu fais bien de le rappeler. Mais c'est vrai que c'est quand même une casserole au cul majeure
que se trimballe le catch, pour deux raisons. Donc je parlais de dimension masculiniste, c'est-à-dire de figure de la virilité. On va pas vous prendre la tête avec des termes techniques sur la fin, mais c'est un sujet, sachez que c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais qu'on aimerait traiter de manière concrète et renseigner un jour si c'est possible. Donc on va pas expédier ça, simplement on voulait vous y sensibiliser et lâcher un mot dessus, parce qu'on se dit toujours que ça fait partie des éléments politiques dans le catch. Et le deuxième point, ça transparaît beaucoup dans le témoignage de Chimera, c'est ce côté cinquième roue du carrosse du catch féminin, et elle explique effectivement si tous les éléments, alors l'idée est loin de moi de remettre en doute effectivement par son vécu, moi je pars du principe que je la crois sur parole, mais comme qui dirait je n'y étais pas quoi que ce soit, mais elle explique, et c'est tout à fait vraisemblable, qu'il y avait une espèce de forme un peu de haine inconsciente du promoteur ou responsable de la fédération qui avait l'air un peu d'acter cette dimension de harcèlement, voire parfois de passage à l'acte auprès de femmes, parce qu'il y avait une forme de mépris pour le catch féminin. Donc voilà, c'est un truc qui est très systémique, on va dire, donc c'est très délicat à détricoter. Simplement vous rappeler les éléments simples, écoutez, comme le disait très bien en une phrase Félix, donnez le bénéfice du doute à quiconque vient vous déposer une souffrance, quelle qu'elle soit, que ce soit un viol ou autre chose, et puis dans un deuxième temps, temporiser et accompagner la personne s'il y a besoin. Et pareil, on n'en a pas forcément sous la main, mais il y a des numéros d'écoute, renseignez-vous un minimum sur internet, sur tout ce qui est que ce soit viol, etc., violence en règle générale sexuelle. Il y a des téléphones, des sites internet pour éventuellement être reçu en présence ou à distance si besoin est sans ressent. Voilà pour ce sujet. Ça aurait été difficile pour nous quand même de faire l'impasse là-dessus. On va se quitter sur une note qui ne fait pas oublier ce qu'on a dit évidemment, mais plus légère dans le sens où ça va contraster, et vous redemander, messieurs, comme d'habitude, question rituelle, où est-ce qu'on vous retrouve. Félix, où est-ce qu'on peut te lire et t'entendre en plus du catch à cast? On peut alors m'entendre, je ne sais pas où on pourrait m'entendre par ici, mais me lire, on peut toujours me lire sur exceptioncatchesque.wordpress.com en matière de catch. Ça va revenir, il va y avoir de nouveaux articles, je réfléchis. Et puis au niveau cinéma, critique au pluriel de merde.wordpress.com, où ce cher Julien qui m'accompagne sur ce site vient de signer une merveilleuse critique de la saga Die Hard, un hommage gros morceau. Poivet qui vient de nous quitter cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Et puis surtout qui finit avec vraiment un papier anti Die Hard 5 à pas piquer des hannetons. Donc voilà, à lire. Et puis surnom sur Twitter @PHELYKS_G pour suivre là-dessus en général. Comme d'habitude, ce sera affiché pour les gens tout bien, tout propre. Michael, on peut surtout, effectivement, je t'embête pas comme Félix à te demander où on peut t'entendre, mais surtout voir tes créations visuelles et vidéoludiques. Oui, donc Ryoto, O-R-I-O-T-O. Simple à retenir. @Ryoto, voilà, facile à retenir. On peut me trouver sur Twitter, Instagram, Facebook. Yes. Avec un Patreon, et du côté jeux vidéo, on me souffle dans l'oreillette que c'est du côté de chez Sony et que ça arrive en septembre. Ouais. Enfin non, peut-être plutôt en juillet, j'espère. Ah, même en juillet, ouf. Parfait, vous savez quoi faire cet été. Le jeu Dreams, donc dans lequel tu as signé un jeu de création d'univers et de monde vidéoludique, où tu as signé ta propre création justement, validée officiellement par Medial Molecule, les créateurs du jeu. Voilà. Donc allez jeter un œil là-dessus, puis de toute façon on vous le rappellera par ici. Pour ma part, c'est l'univers d'Es Podcast avec les copains ici
ici même et puis sur plein d'autres émissions. Vous aurez toutes les infos. Comme on vous le dit, songez à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur le Twitter, sur l'Insta, sur Facebook. On se marre bien. Félix fait des très beaux montages d'images et je lui emboîte de plus en plus le pas pour le malheur de vos rétines, on va dire, et des jeux de mots foireux. Et voilà, bah écoutez, comme d'habitude, on va vous souhaiter de vous porter au mieux. Pour ceux qu'on connaît, on vous fait des bisous et puis on vous dit à la prochaine fois. Ciao. Ciao.